Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois et voici la 6e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. La Hard Rock 100 est probablement la course la plus difficile d'ultra qui existe dans le monde. À la Hard Rock, tu fais partie de la chaîne alimentaire. I'm so excited that Hard Rock gets to happen this year. La série sur les sentiers de la hard rock est présentée par NAC, la référence en nutrition pour sport d'endurance. Et comme NAC a ses racines dans le trail, l'entreprise a des valeurs environnementales très fortes. Question de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour protéger et préserver notre terrain de jeu. Ça commence par l'étampe B Corp, une certification qui est uniquement accordée aux entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. NAC n'utilise que des protéines à base de plantes et de grillons. La protéine végétale produit 11 fois moins de gaz à effet de serre que les protéines de viande et l'élevage de grillons nécessite 13 fois moins de terre et 2000 fois moins d'eau que l'élevage de bétail. NAC utilise également des ingrédients revalorisés puis des emballages durables. D'ici 2025, l'ensemble des emballages seront 100% réutilisables, recyclables ou compostables. Et pour chaque commande en ligne, NAC plante un arbre avec l'objectif déjà très bien entamé d'en planter 10 000 avant la fin de l'année. Tu veux contribuer? Passe ta commande en ligne dès maintenant en te rendant sur le nac.com et utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! You're now a hard rocker. Yes, you're now a hard rocker. Yeah. Salut tout le monde, bienvenue à cette 6e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. On est un petit peu après la course. J'avais le goût de revenir sur tout ce qui s'est passé pendant ce 48 heures de course-là parce qu'on le rappelle, la hard rock a une barrière horaire de 48 heures. Donc, pour les gens qui se lancent sur la ligne de départ, ça peut durer jusqu'à 48 heures. Puis même dans mon petit résumé de hard rock aujourd'hui pour cette 6e partie-là, je vais même me rendre un peu après la Golden Hour, puis je vous expliquerai ce que c'est la Golden Hour. J'enregistre ça dans un camping quelques jours après la Hard Rock. On est rendu dans le sud du Colorado. J'ai une vue sur l'un des plus hauts sommets du Colorado en ce moment, tout près du Great Sand Dunes National Park, un coin qui est magnifique, et un peu comme tout ce que je vais vous raconter par rapport au Colorado, par rapport à ces montagnes-là, par rapport à l'environnement où la Hard Rock a lieu. Mais là, on est là pour parler vraiment de la course parce que vous l'avez suivi dans les stories, ceux qui les ont suivis, bien sûr. Puis ça a été vraiment un gros trip. En fait, c'est drôle parce que j'avais vraiment préparé de manière assez méthodique comment j'allais faire les 8 épisodes sur place, les entrevues. J'avais parlé à plein de gens d'avance pour prévoir ces entrevues-là et tout ça. Mais la portion suivie de course, ça s'est fait un peu sur le fly avec le modèle des petits vlogs que j'ai fait. Je me suis dit, je suis sur place. Je pense que ça va être plus fun, plus dynamique de justement sortir ça en mode vlog, en petite vidéo, en story. Puis si vous voulez revoir un peu la couverture de la Hard Rock de l'intérieur à travers ces vidéos-là, à travers ce contenu-là qui a été créé, je pense que c'est une centaine de stories. Mes excuses, ceux qui veulent se le retaper. Je sais, c'est long. Il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous allez sur le profil Instagram de Pas sorti du bois, vous allez voir en bas, il y a des petits icônes, des petites pastilles. Il y en a 2 avec le logo de la série sur les sentiers de la Hard Rock fait avec brio par mon ami designer graphique David Hébert. Vous allez voir ces petites pastilles-là. Vous cliquez puis vous pouvez réécouter un peu le contenu qui a été créé comme ça ici au Colorado. Donc pour cette 6e partie-là, il n'y aura pas d'invité pour la 7e et la 8e partie. Donc les 2 dernières, je vous garde avec d'autres invités, mais là, pour le moment, ça va vraiment être un résumé de cette course-là. Je vais vous parler du top 3 hommes et femmes, bien sûr, de Richard et de la Golden Hour. Je vous raconterai pas la course en détail, j'ai déjà tout fait ça en story, puis vous pouvez le voir comme je viens de vous le décrire. Moi, ma journée de Hard Rock, ça s'est passé entre Silverton puis Ouray, qui est le 45e mile de la course, donc un peu moins que la moitié. J'avais prévu aller aussi à Telluride, qui est un peu plus tôt sur le parcours, mais écoutez, enjeu de propane avec notre VR, nuit froide, bébé, priorité, vous comprendrez, j'ai décidé de skipper Telluride puis de régler ça parce que, c'est ça, avec un bébé, quand on fait du camping, on s'assure que la nuit, si ça
descend à 5 comme c'est parfois le cas à Silverton, qu'on a un peu de propane, il y avait un enjeu, c'est réglé. J'ai pu ensuite me rendre à Ouray, le 45e mille. Puis tu sais, la Hard Rock, les points d'accès sont hyper difficiles à atteindre. Je le savais d'avance, mais rendu sur place en jasant avec les crews, en jasant avec le monde, écoutez, Francis et Michael, les pacers de Richard, ils ont eu un tronçon de 5 heures de route où ils sont rendus quasiment au Nouveau-Mexique pour contourner une route où un pont était, je pense qu'un pont était fermé pendant la course. Donc, une route de 40 minutes devait en prendre 5 heures pour se rendre jusqu'au ravito Sherman. C'est vraiment complexe. Je pense que c'est la beauté de la course. La Hard Rock, c'est très reculé, c'est très sauvage, mais vous comprendrez que c'est difficile de se rendre à différents points sur le parcours. Ouray, d'abord, avant de parler vraiment du ravito lui-même, c'est une petite ville qui est vraiment charmante. Il y a un grand parc au centre, un grand espace vert, puis il est vraiment enclavé dans les montagnes. C'est spécial. Les montagnes sont vraiment très proches, donc peu importe tu regardes où autour de ce parc-là, il y a des murs de 1500, 2000 mètres qui sortent du sol, puis qui montent comme ça. C'est magnifique. Les coureurs y passent après 45 000, donc environ 71 km. Et ce qui est particulier avec Ouray, c'est que c'est le point le plus bas de la course à 2300 mètres. Les coureurs y arrivent après une descente depuis la Virginia Pass et Kroger's Canteen, le fameux ravito où on sert le traditionnel shooter. Après Ouray, ils s'attaquent à une montée qui mène à Engineer Pass, qui fait 1600 mètres de dénivelé positif, qui est ensuite suivi d'une petite descente de 400 mètres de D-, puis d'une autre montée de 900 mètres de dénivelé positif, donc 1600, moins 400, plus 900, ce qui nous mène au point le plus haut de la course, à Andy's Peak. Pour toutes ces raisons-là, Ouray, c'est un ravito qui est crucial dans la course parce que certains y arrivent en super forme, puis d'autres, pas du tout. Certains font un court arrêt, d'autres tentent de se ressaisir à ce moment-là. Ça a été très intéressant de me poster là pour une grosse partie de la journée puis de voir les coureuses passer. Je reviens avec le départ de la course, point de départ, puis après ça, on reviendra au développement de tout ça. L'ambiance est survoltée pour un départ quand même très tôt à Silverton. Vous l'avez entendu au début de la partie 5 de la série. J'étais avec Richard, puis il y avait bien de la niaiserie qui se disait. Je dois l'avouer, le départ de la Hard Rock comme ça à Silverton, c'est un moment bucket list en tant que fan de trail, de voir Courtney, François, Ludovic, Karl Meltzer, puis 140 quelques autres coureurs qui s'élancent depuis Silverton. C'est vraiment magique. Richard semblait vraiment très zen, très en contrôle à l'approche du départ. C'est très impressionnant de voir l'expérience de ce gars-là, puis de voir à quel point il est juste passionné de ce sport-là, puis qu'une ligne de départ, lui, c'est pas le stress de se lancer sur quelque chose de gros, c'est juste le plaisir de s'en aller jouer dans les grosses montagnes pendant une trentaine d'heures. Dès le départ, les positions de tête se sont pas mal précisées. Ludo Pommeret, François Dayan ont couru ensemble, donc on les a vus vraiment passer les premiers ravitaux côte à côte ou à quelques minutes près, suivis par Jason Schlarb et Diego Pazos qui ont été eux aussi une grosse partie de la course ensemble ou en tout cas tout près dans les ravitaux. Côté des femmes, très rapidement, cet ordre-là a été respecté et maintenu pendant extrêmement longtemps, en fait du début jusqu'à la fin. Courtney en première place, donc Courtney Dauwalter qui avait déjà remporté 2 Hard Rock à ce moment-là, Camille Bruyas, la française, et Katrina Hartmut, une coureuse allemande qui vit en Suisse, qui a fait 2e à l'UTMB récemment, donc c'était 3 solides coureuses qui sont placées rapidement dans ces 3 positions-là. Côté hommes et côté femmes, les têtes de course sont parties vraiment très vite. Ludo était sur des paces sous le record du parcours dès le début. On rappelle que le record du parcours, ça date de 2022. C'est Kylian Jornet qui avait fait ça en 21h36. Retenez ça, 21h36. Ça pourrait être intéressant un peu plus tard. C'est un chiffre qui pourrait revenir avec quelques minutes de moins. Même chose côté des femmes. À un certain point, le top 3, Courtney, Camille et Katarina, les 3 étaient sous le record de Courtney de 2022, qui est de 26h44. Donc, c'était le record dans le sens horaire. Courtney, dans le sens anti-horaire, a fait un temps encore plus rapide. Mais quand on parle de record de parcours à la Hard Rock, on y va vraiment avec les records dans le sens horaire ou anti-horaire, parce que c'est 2 parcours qui sont bien différents. On en a parlé à plusieurs moments dans la série. Donc, voilà, cette année, c'était horaire. Le record féminin 26h44, c'était le 2e temps le plus rapide parce que Courtney l'a fait plus vite dans l'autre sens, mais le record de 21h36 dont je vous parlais avec Kylian, ça c'est vraiment le record de tous les temps. En fait, le moment où Courtney, Camille et Katarina étaient sous le record du parcours, c'est au ravito Chapman qui est au 18e mille de la course. Puis, comme je vous le disais tantôt, le top 3, il a jamais bougé à nouveau. Donc, du 18e mille jusqu'au 100e mille, ça l'a pas bougé, il n'y a pas eu d'échange de position, ça a été ça. Mais c'est sûr qu'après ça, Courtney a créé un gros écart de ravito en ravito.
On va d'abord parler de la course des femmes dans l'ordre de certains ravitaux clés. À Kroger's Canteen, que je vous parlais tantôt, le ravito où on sert un shooter au 33e mille, Courtney avait 5 minutes sur Camille, 17 sur Katarina. Donc, très tôt dans la course, c'est pas des gros écarts pour un 100 000 aussi montagneux. À Hurry, là où j'ai vu passer les 3 coureuses, l'écart avec Camille était seulement de 6 minutes, donc très très peu de changements. Par contre, côté ravito, on a vu une Courtney partir en moins d'une minute, elle a pas perdu de temps, alors que Camille a pris beaucoup plus son temps. On sentait que c'était une dure journée, il faisait très 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 chaud. Puis on le sait qu'en altitude, à découvert, quand il n'y a pas de nuages, quand il n'y a pas d'arbres pour nous mettre de l'ombre un peu, ben un 28 degrés va être ressenti encore plus. J'ai eu la chance de parler avec Francis Picard qui était dans l'équipe de Richard, mais qui se prépare aussi pour la Badwater. Donc, il a beaucoup analysé tout ce qui est impact de la chaleur en altitude et tout ça. Donc, une journée comme vendredi, au départ de la course, les heures qui ont suivi, faisait très, 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 très chaud. Mais en plus, on est en altitude, fait que l'impact sur le corps peut affecter les coureurs. Puis on a senti que Courtney est passé comme une balle au ravito, mais Camille a pris un peu plus son temps, mais semblait très en contrôle. À Engineer, donc on parle de 7000 plus loin. Là, on parle en 1000, je le sais. C'est une course américaine, tout se calcule en 1000. Ça devient compliqué de transitionner. Moi-même, d'habitude, j'ai l'habitude de transférer les 1000 en kilomètres, puis les pieds en mètres de dénivelé. Là, rendu là, on est à la Hard Rock, on est chez les Américains, on va compter comme les Américains. Donc, je vais vous parler en 1000 tout au long de cet épisode-là. Je m'en excuse. Donc, Engineer, c'est seulement 7000 après Hurry. Je rappelle qu'à Hurry, Courtney avait 6 minutes sur Camille. 7000 plus tard, elle a 31 minutes sur Camille et 45 sur Katarina. Donc, vraiment, dans cette grosse montée-là, je vous en parlais tantôt, le plus 1600, moins 400, plus 900. Dans cette portion-là, Courtney a créé un immense gap avec les 2 autres coureuses. C'est énorme pour si peu de 1000. Fait intéressant sur Katarina Hartmut, c'était la plus jeune à prendre le départ cette année, à 29 ans. Vous dites, c'est quand même vieux, 29 ans, pour une plus jeune sur un pack de 146 personnes. Ça s'explique de plein de façons, mais la Hard Rock, on le dit souvent, c'est une post-graduate race. C'est une course pour les doctorants en trail. Ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande des années à faire des courses qualificatives. Donc, c'est rare qu'on voit des gens qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont au sommet de leur art dans le sport, mais qui ont déjà assez de tickets à la loterie pour espérer être pigés. Donc, voilà. Katarina Hartmut, c'était la plus jeune à prendre le départ et à le terminer. Mile 58, donc juste 6000 après Engineer. L'écart était toujours creusé. 35 minutes sur Camille, 54 sur Katarina. À Sherman Aid, au 72e mille, Courtney avait 1h05 sur Camille et 1h15 sur Katarina. Donc, vous voyez à quel point Courtney a vraiment créé la séparation dans cette deuxième moitié de course-là. Ça, c'est caractéristique à Courtney. Je sais pas si sa stratégie, on peut dire qu'elle commence smooth, parce que à la vitesse où elle va, c'est pas smooth du tout, mais elle se garde beaucoup de cartouches parce que c'est toujours dans la deuxième moitié de course que ça explose. Ça avait été pareil l'an passé à la Hard Rock. Anne-Lise Rousset-Séguret était d'avance sur elle. Puis dans la deuxième moitié, Courtney l'a rattrapé puis a creusé un écart. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On passe à quasiment la mi-course à 6 minutes de la deuxième place. Et quelques milles plus loin, on est rendu à 1h04 d'avance. Ça, c'est du grand Courtney. Côté course des hommes, on va parler un peu du développement de la course. Il y a eu beaucoup plus de mouvements que par rapport aux femmes, où dès le 18e mille, le podium a pas bougé d'une miette. Les 2 qui sont partis en tête, c'est Ludovic Pomeray, qui a 48 ans, presque 49, un vétéran du sport, un gars qui a remporté l'UTMB en 2016, un gars qui a remporté la Diagonale des Fous en 2021. Je l'ai reçu au podcast, je l'ai reçu au début de la série sur les sentiers de la Hard Rock, la partie 3. Et François Den, c'est le gagnant de la Hard Rock 2021. Les 2 gars sont partis en tête puis ont rapidement creusé l'écart. Écoutez, à Telluride, au 28e mille, Ludo était premier, François était 2 minutes derrière, mais Diego et Jason étaient à 20 et 27 minutes chacun. Donc, dès le quart de la course, les 2 gars avaient vraiment créé un gros écart. 20 minutes après 28 000 de course, c'est quand même beaucoup. Surtout quand c'est les gars qui sont derrière, c'est Diego Pazos et Jason Schlarb, qui sont pas des recrues, c'est des gars qui font ça depuis très, très, très longtemps. À Hurry, au mile 45, là où j'étais posté pour les voir passer. Ludo, il est passé avec 25 minutes d'avance puis il semblait en très, très grande forme. Il a fait un ravito hyper rapide, 1 minute puis il était sorti. François, qu'on attendait beaucoup plus tôt que 25 minutes après Ludo, parce qu'avant ça se jouait par des quelques minutes à chaque ravito. Il est arrivé 25 minutes plus tard puis on sentait dans le ravito qu'il y avait vraiment une espèce de
comment dire, est-ce que c'est un stress? Non, je sais pas. C'était plus une anxiété de voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu passé quelque chose? Dans la tête de tout le monde, François Dayen n'a pas de mauvaise journée. C'est un gars qui est très, très, très régulier, qui gagne à peu près tout ce qu'il fait. Donc là, de le voir passer aussi loin de Ludo alors qu'il était si près le ravito d'avant, on sentait que les gens avaient quasiment une inquiétude de « s'est-tu passé quelque chose? » Finalement, quand il est passé avec son expression faciale, on a compris que c'était pas une journée facile. Son expression était complètement différente de celle d'un Ludo, par exemple, où il est passé sourire aux lèvres, ravito rapide, on est reparti. François était assis longuement. Il semblait vraiment, vraiment toasté. Il est reparti à la marche, il a repris de la vitesse, mais c'était un long ravito comparé à Ludo. Jason Schlarb est passé 3e. Jason Schlarb, on se rappelle, c'est le co-gagnant de l'édition 2016. Il avait terminé main dans la main avec Kilian. Terminé main dans la main, mais dans le cas de la Hard Rock, c'est qu'on French en même temps la roche, je suppose, mais co-gagnant en 2016. Il est entré 3e, 10 minutes après François. Il semblait très focus, très sérieux. Est-ce qu'il était toasté? Je pense pas, mais on sentait que il était en mission, mais que c'était pas une journée nécessairement facile dans le bois. C'était difficile de le lire, mais son visage laissait présager que c'était une grosse journée, mais que ça allait quand même bien, puis qu'on allait continuer puis donner tout ce qu'on peut. 2 minutes plus tard, Diego Pazos est entré à Hurry, puis lui, c'était complètement l'opposé. Il est entré survolté. Lui, c'était très, très clair dans quel état il était. Gros sourire, tape dans les mains, fait crier le monde. Là, les bras dans les airs ont fait crier les gens sur place. C'était vraiment beau de le voir aller. Les gars sont vraiment passés. Jason Schlarb est rentré, Diego est passé, Jason est ressorti, Diego est ressorti. Fait qu'en dedans de 3 minutes, ces deux gars-là étaient passés. On savait qu'il y avait déjà une bonne course entre ces deux-là. On est resté un bon moment à Hurry. On a vu les 15-20 premiers coureurs à passer. Dans les timings, moi, je pensais que j'aurais pu pouvoir passer Richard Turgeon et Éric Megui, nos deux Québécois, mais on était avec notre gros VR, puis c'était pas prudent de s'aventurer sur la $1 Million Highway dont je vous ai déjà parlé à la noirceur. Moi, naïvement, quand j'ai préparé un peu la journée de la course, je me disais, bon, on va regarder tout le monde passer du premier au dernier, puis après ça, boum, on fait demi-tour et on revient à Silverton pour les arrivées. Mais c'est pas ce qui est possible. Il y a beaucoup de faune sur la $1 Million Highway. C'est très, très, très périlleux de jour, donc pas game de la faire de soir, de nuit. Donc, malheureusement, j'ai raté Richard, mais c'est pas à Hurry, mais on a un extrait qui a été capturé par Francis à Great Swamp Pass, puis j'ai aussi partagé dans les stories une vidéo qui nous a envoyé depuis Kroger's Canteen, donc on a un peu de contenu sur le début de course de Richard. On écoute ça à l'instant. Vas-y. Qu'est-ce que je dis? Comment tu te sens à date? Top shape, man. Top shape. Ah, je me sens en plein contrôle, je me sens vraiment bien. C'est beau, hein? C'est beau en chien. T'es dans le mid-pack, là, c'est parfait. Ouais, non, je suis parti en arrière du pack, là, bon, puis on n'a pas passé 50 personnes encore. Ah, c'est bon. François, il avait l'air de quoi quand... Ouais, ça arrive. Tu dis Rich est pas loin en arrière? Ouais, c'est la première question qu'il a posée en haut. Il dit qu'il est Rich? À la personne que tu vas voir, en haut. Il y a une personne Ouais, c'est spécial. Donc voilà, on sent que Richard, ça va très bien dans sa course. Je poursuis avec la course des hommes. C'est après Hurry que les choses se sont vraiment corsées. Ludovic Pomeray était en feu puis a rapidement pris une avance considérable sur François puis les autres. À Engineer, au 52e mile, il y avait 1h04 sur François et Jason. À Animas Fork, mile 58, c'est pas loin d'Hurry, là. On parle de 13 000 après Hurry. Il y avait 1h24 sur Jason qui était deuxième. À Sloan Lake, au mile 62, 1h30. À Sherman, au mile 72, 1h45 et 23 minutes d'avance sur le record de Kilian. C'est à Animas Fork, au 58e mile, qu'on a vu un changement important. Jason et Diego sont passés avant François, ce qui laissait présager que ça allait pas si bien que ça pour Monsieur Dayen, puis que ce qu'on avait pu voir à Hurry avait continué. Quand il est finalement arrivé, il a pris de longues minutes avec son crew, puis il a pris la décision d'abandonner. Faut savoir que c'est son premier DNF sur le format de 100 000, dont il est l'expert, tout le monde est d'accord là-dessus. François Dayen, c'est le maître du 100 000. Ça y en prenait un plus difficile, ça fait partie de la vie, je crois. Je pense que c'est arrivé là à la Hard Rock. C'est triste de constater ça parce que il a mis beaucoup d'efforts, de préparation. Il vient de la France, la famille débarque au complet ici. C'est beaucoup d'engagement puis d'efforts, puis de voir que ça se passe pas comme on veut. C'est des choses qui arrivent, mais c'est triste de voir ce grand gaillard-là qu'on pensait un peu invincible, de voir lancer la serviette assez tôt dans la course quand même à la mi-parcours. Il aurait dit, selon des gens qui ont entendu, « You don't know if you don't play », en voulant dire qu'il y avait des doutes sur sa forme, l'état de ses bobos. On sait qu'il y a eu un virus 2 semaines avant la course, mais il voulait l'essayer.
Puis c'est tout à son honneur d'avoir essayé, mais regarde, ça a pas marché. Par la suite, le top 3 masculin est resté pas mal le même. Je me suis permis une sieste de 2 heures entre 22h et minuit. Ça a été tout ce que j'ai eu comme sieste pendant la première moitié de course jusqu'à ce que les premiers arrivent. Je me plains pas ici. C'est parce que c'était tellement trippant, mais si je voulais réussir à vivre les arrivées, il fallait que je me permette un petit power nap. Ça se qualifie-tu 2 heures de dodo pour un power nap? Bref, ça a fait la job d'un power nap parce que je me suis réveillé à minuit survolté. J'ouvre Iron Fire sur Twitter, je vois que la course a continué d'avancer, que Ludo est en feu, qui avance vite de ravito en ravito. Fait que moi, je suis parti à la marche du camping jusqu'au quartier général à la high school là, de Silverton. Puis c'est juste à côté de la grosse roche. Donc on est tout prêt pour l'arrivée des coureurs. C'était drôle parce que dans le gymnase, c'était très tranquille. Dale Garland, le directeur de course, dormait sur un petit lit de camp qui va servir aux coureurs plus tard qui vont terminer. Le mode est très relax, mais il y avait une télé qui faisait jouer le live stream où on voyait les coureurs avancer avec leur tracking GPS. Puis là, j'étais entouré de hard rockers, des gens qui connaissent l'événement comme le fond de leur poche, des gens qui l'ont terminé à plusieurs reprises, des gens qui participent pas cette année pour plein de raisons. Est-ce qu'ils sont bénévoles? Est-ce qu'ils sont plus vieux et décident de plus la faire? Mais c'était 4-5 vieux de la vieille. Puis c'était vraiment intéressant de les écouter. Moi, j'étais dans mon coin, je buvais mon petit café, puis je tendais l'oreille. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ils connaissent chaque split entre les ravitaux. Fait que quand certains tweetaient « Ah, Ludo est sur le record du parcours », eux étaient comme « Non, parce que Kilian à telle vitesse, il avait fait ça différemment. » C'est vraiment intéressant. Autant à Maggie Gulch qui est au mile 87 qu'à Cunningham Gulch, le mile 93, eux autres, ils émettaient certains doutes sur l'avance de Ludo sur le record de parcours. Parce que à ce moment-là, Ludo était quand même sur les paces de François Den, qui avait terminé 2e en 2022. Pas sur les paces de Kilian, parce que Kilian avait établi le record du parcours, mais il avait accéléré énormément sur les derniers 10 000 de la course. Il avait même droppé son paceur, imaginez. Donc, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est quoi, Ludo, grosse avance, mais Kilian avait quand même pris ça smooth à ce moment-là, jusqu'à temps qu'il accélère à la fin puis qu'il arrache tout. Bref, c'était un peu, ça venait mettre un peu en perspective l'engouement qu'il y avait un peu sur les médias sociaux, sur Twitter, que Ludo était à quasiment 25, 26, 30 minutes d'avance. À un moment donné, il y a des gens qui écrivaient déjà que Ludo allait peut-être passer sous la barre des 21 heures. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Puis, faut que je donne le crédit à ces hard rockers-là. Ils connaissent leur hard rock. Par contre, Ludo a quand même réussi, mais c'était vraiment intéressant de passer la nuit entouré de ces gens-là. Au final, Ludo a embrassé la grosse roche en 21 heures, 33 minutes et 8 secondes. 3 minutes sur le record de Kilian. C'était une arrivée qui était très émotive avec son crew, avec sa famille. Ce qu'on a su, c'est qu'il a pas voulu connaître son avance ou sa proximité avec le record avant Cunningham Gulch. Fait qu'avant le 93e mètre de la course, il savait même pas que François avait abandonné. Il l'a appris quand François est venu le féliciter à l'arrivée. Quelques minutes après qu'il a embrassé la roche, François était là. C'est assez fou de voir que ce gars-là, qui est compétitif bien sûr parce qu'il pratique ce sport-là en l'avant du pack, mais il voulait pas le savoir. Il a dit à ses pacers qu'il voulait pas le savoir. C'est un de ses pacers qui a finalement dit au 93e mile, là, t'as 1h30 d'avance, 2 heures d'avance, 2h30 d'avance sur le deuxième. Pas besoin de se stresser. Par contre, sache que tu es vraiment tout près du record du parcours, puis il faut accélérer si tu veux le maintenir. Donc, c'est pour ça que ça l'a accéléré. Ensuite, fait intéressant, il entre dans un club select d'athlètes qui ont remporté le trio de la Hard Rock, de l'UTMB, de la Diagonale, probablement les 300 000 montagneux les plus extrêmes au monde, les plus reconnus au monde. Après Kilian, après François, après Courtney, Ludo devient la 4e personne à remporter la Hard Rock, l'UTMB et la Diagonale des Fous. C'est complètement malade de voir ce gars-là à ce niveau-là avec son âge. On a beaucoup parlé dans la couverture de la course par après que c'est fou. Encore plus que le fait que 48 ans. Je pense qu'il faut pas juste focusser sur l'âge du gars. Ce qu'il a accompli, c'est pas impressionnant pour son âge, c'est impressionnant peu importe. Il a fracassé le record du parcours de l'une des courses les plus relevées au monde. Mais c'est quand même exceptionnel de voir que ce gars-là est au top à 48 ans. On en voit des gens dans le trail performer jusqu'à un âge plus avancé. C'est un sport qui permet ça, je crois, surtout dans la longue distance. On voit des Jeff Browning qui a remporté la Hard Rock en début quarantaine en 2018. On voit des Carl Melzer qui continuent de remporter des 100 000 un peu partout aux États-Unis dans la début cinquantaine. C'est des cas d'exception, mais je veux absolument rien leur enlever en leur disant ça, mais c'est pas sur les plus gros plateaux au monde. Ludo fait des top 5 à l'UTMB, remporte la TDS, fait des top 10 à la Western State. Tout ça
à 46, 47, 48 ans sur les plus gros plateaux, sur les courses les plus relevées. Puis il a une fois de plus prouvé que il était au top en remportant la Hard Rock avec une avance immense sur le reste du peloton, mais surtout en fracassant le record de Kylian Jornet. Ludovic Pomeré va avoir 49 ans la semaine prochaine. C'est immense qu'il a accompli, qu'on regarde son âge ou pas, mais quand on le met dans le panier à considération, c'est complètement débile. Je vous propose un court extrait où on entend l'arrivée de Ludo. Vous allez voir, bien sûr, le son est un peu complexe à capter, mais on l'entend raconter à quel point la Hard Rock est un rêve, que sa course s'est passée comme un rêve, puis que, comme tout bon ultra, il s'attendait à ce que le cauchemar finisse par arriver, puis c'est jamais arrivé. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Everybody, he needs no introduction. Ludo. Beautiful. Beautiful. Oh. We'll give him a couple minutes to recover, and then you want to take some questions? Okay. It was my dream, and I dream all the day. I was just asking when will be the nightmare. But finally, no nightmare. Thanks for my crew, my officer, they were amazing. So, and thanks all of you. This race is no word. So cool. But why? And tough. L'équipementier suisse On est partenaire de la série et s'assure qu'on soit bien habillé puis bien chaussé pour profiter du Colorado. Au dernier épisode, je te parlais de Clean Cloud, leur technologie qui transforme les émissions de carbone en vêtements et en chaussures. Eh bien, sache que leur engagement pour la durabilité va au-delà des produits. On a complètement repensé l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en veillant à ce que chaque étape du processus soit soucieuse pour l'environnement. Les produits sont éco-responsables, mais le processus de l'usine à la tablette l'est tout autant. Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur le on.com. Le partenaire voyage de la série est l'équipe Simpson, le regroupement de courtiers hypothécaires de l'ultramarathonienne Stéphanie Simpson qui fait partie de la grande famille Multiprêt Hypothèque. Entre elles, une bonne planification peut nous amener très loin. Faire les bons choix en amont, lister les embûches potentielles et surtout prévoir des solutions si des embûches se présentent. Quand vient le temps de contracter un prêt hypothécaire, c'est exactement la même chose et Stéphanie et son équipe sont les experts pour planifier ton grand projet d'achat. Tu penses acheter une propriété à court ou moyen terme? Contacte l'équipe Simpson dès maintenant. Ça se passe au équipesimpson.com. Côté masculin, pour compléter le podium, ça a été une grosse bataille, puis ça a été très le fun à suivre, parce qu'à un moment donné, Ludo avait une avance insurmontable, puis tu te dis, à moins d'une blessure majeure, c'est sûr qu'il l'emporte. Donc, on a tourné un peu notre focus sur la course pour la deuxième place, parce que le Suisse Diego Pazos et l'Américain Jason Schleib se sont offerts une solide bataille. Ils ont fini à moins de 9 minutes l'un de l'autre. Donc, Diego Pazos a été le deuxième à embrasser la grosse roche, et Jason Schleib, l'Américain, a terminé troisième. 90 minutes après les trois premiers hommes, la reine de l'Ultra, Courtney, a fait son arrivée à Silverton après 26 heures et 11 minutes de course, sa troisième victoire consécutive et son troisième record du parcours à la Hard Rock. C'est complètement débile. Elle a terminé quatrième overall après les trois premiers hommes, est arrivée après 26 heures de course tout sourire, sa priorité, trouver sa famille, elle a embrassé la roche, puis alors que d'habitude les photographes se ruent sur le coureur, sur la coureuse, elle est repartie de l'autre bord, à l'opposé de la grosse roche, pour essayer de trouver ses parents, son chum Kevin et tout ça. C'est à l'image de Courtney. J'ai un extrait de son arrivée, puis après ça, je vous parle d'un record qui s'est fait sur Handy's Peak, le point le plus haut de la course.
everyone, would you join me in welcoming for the third time from Leadville, Courtney Dewalter? Non seulement Ludovic Pomeray et Courtney Dewalter ont établi un nouveau record de la Hard Rock en termes de chrono, mais ils ont aussi établi un record sur Handy Speak, le point le plus haut de la course. En fait, c'est super intéressant. Il y a des gens qui ont calculé les splits entre Animas Fork et Burroughs. Donc, c'est une portion de parcours qui inclut la montée de Handy Speak à 4285 mètres. Sur cette portion-là, dans l'histoire de la course, Courtney et Ludo ont explosé le record. Le record féminin, mais c'est Courtney qui le détenait pour cette portion-là en 3h15 en 2022. Elle l'a fait en 2h57. Donc, elle a retranché 18 minutes à cette portion hyper relevée. Du côté masculin, le record appartenait à Kilian lors de son record de 2022. Il avait fait cette portion-là en 2h25. Ludo Pomeray a retranché 7 minutes à cette portion-là pour faire un temps de 2h18. Donc, petit fait intéressant sur la plus grosse montée de la course. Je vous parle des arrivées, mais je pense que c'est important de parler de l'ambiance du fil d'arrivée. On voit des grosses courses comme la Western State ou comme l'UTMB qui ont des lignes d'arrivée assez mythiques. Puis c'est de la Hard Rock, elle a rien à envier à ces lignes d'arrivée-là, mais c'est complètement différent. C'est à taille humaine, il n'y a pas de micro, pas de musique. Il y avait une 50aine de personnes pour l'arrivée de Ludo Pomeray parce que ça s'est fait en plein milieu de la nuit. Au max 150 pour Courtney qui est arrivé en matinée. Il y a une proximité avec les émotions qui est véhiculée. Il y a vraiment quelque chose, une communion spéciale qui se passe entre les coureurs, les fans, les crews, les familles. C'est vraiment, vraiment spécial. Tu sais, Ludo Pomeray est arrivé exténué, en pleurs. Je pense qu'il avait sprinté pour s'assurer de ce record du parcours-là. Fait qu'il y avait une boule d'émotion à l'arrivée quand sa famille, son crew, ses pacers sont venus le prendre dans leurs bras. Il était en pleurs. On voit ça de près. J'étais à quelques mètres. Puis c'est vraiment, vraiment spécial de vivre ça. On sent que c'est dans les plus grandes performances de l'histoire de notre sport. Puis on est là à côté. On reçoit quasiment de la sueur s'il se tourne vite. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre, je pense, dans des grandes lignes d'arrivée de d'autres courses comparables à ça. Diego Pazos est arrivé en pleurs quand il a vu ses 3 enfants puis sa femme. Ils ont marché ensemble la ligne d'arrivée, tout le monde main dans la main. C'est des choses vraiment belles qu'on a pu voir. C'est beau, c'est unique. Les spectateurs sont en silence une fois que la personne embrasse la grosse roche. Dale Garland est là. Lui s'assure de remettre la médaille, qui est en fait une boucle de ceinture, bien sûr, parce que c'est un 100 000, au bout d'un cordon. Donc, c'est une genre de médaille. C'est lui qui est la première personne à accueillir chaque personne qui termine la Hard Rock. C'est lui qui leur remet cette médaille-là, cette boucle de ceinture-là. Puis quelque chose qui est vraiment drôle qui se passe, c'est que la Hard Rock, bon, comme c'est très reculé, chaque coureur a comme un tracker GPS. Puis Dale Garland, à l'arrivée, il y a 2 mandats. Celui d'accueillir le coureur, de le prendre dans ses bras, de le féliciter, d'inciter la foule à applaudir la personne, à lui remettre sa médaille. Mais ensuite, c'est aussi lui qui s'occupe d'enlever le GPS. Fait que dans tous les moments où j'ai vu des coureurs arriver, des coureuses arriver, Dale Garland, super chaleureux, remet la médaille. Puis quand la personne est là à vivre son émotion, t'as aussi Dale qui gosse après le tracker GPS qui est comme pris après l'épaule du coureur. C'est vraiment, vraiment très drôle. Fait un peu random. Peut-être peu intéressant, mais je trouvais ça quand même drôle, cette dualité-là, où il vit l'affaire la plus intense avec le coureur, mais il y a aussi une job d'enlever un tracker GPS. Ensuite, Camille Brouillard fait son arrivée après 29h28 minutes de course. C'est plus de 3 heures après Courtney. Elle a terminé 6e overall. Une immense performance de Camille Brouillard, mais je pense que ça a été une course très difficile pour elle. Les derniers kilomètres ont été brutaux. C'est assez spécial. Je vous parlais de l'ambiance de la ligne d'arrivée. On vit les émotions de front, de face. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais on les vit. Je peux vous garantir. Elle est arrivée, elle embrassait la roche, elle s'est assise et elle a fixé le vide pendant une dizaine de minutes. Il y avait un long silence. On entendait les clics des dizaines de caméras qui sont là, mais c'est à peu près tout. C'était vraiment, vraiment spécial comme moment. J'ai eu la chance de la voir le lendemain à la cérémonie puis d'y parler un petit peu, puis elle était super fière de sa course. Je pense qu'elle était super contente, mais sur le coup, sur le moment de l'arrivée, on sentait qu'elle venait de vivre quelque chose d'hyper difficile, mais
Elle l'a terminé, c'est tout en son honneur, puis elle termine deuxième femme. Puis on a un petit extrait de l'arrivée de Camille, on écoute ça à l'instant. Pour la troisième place, je vous avais déjà vendu la mèche parce que c'est le même podium qui était dans l'ordre du début à la fin de la course. Mais Katharina Hartmut, l'Allemande, a complété le podium. 60 minutes à peu près après Camille. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'elle a pas pris de pacer. Puis il y en a plusieurs qui le font à travers les années à la Hard Rock, mais elle, c'est une première tentative sur ce parcours-là qui est hyper difficile. Tu sais, la nuit, n'importe quelle course la nuit, c'est tough, mais la Hard Rock, le balisage est pas très serré contrairement à d'autres courses, hein. C'est des quelques petits flags ici et là, mais les coureurs sont pas mal en autonomie pour se diriger sur le parcours avec leur montre GPS, mais elle a décidé de pas prendre de pacer. Très impressionnant une fois de plus. Elle termine troisième à la Hard Rock. Une jeune athlète à surveiller. Je dis jeune. C'était la plus jeune du parcours, mais c'est une fille de 29 ans qui a beaucoup d'expérience. Puis je pense que ça va être intéressant de la suivre dans les prochaines années. On parle de la ligne d'arrivée, puis moi, un souvenir qui me vient en tête, qui n'a aucun lien avec les performances, c'est que Zach Miller, qui était l'un des favoris pour la course, puis il y a une semaine a dû déclarer forfait parce qu'il a subi une opération, parce qu'il a fait une appendicite, aucun lien avec son entraînement. Le gars est en super shape, il se blesse pas, mais bam, l'appendice décide qu'il n'y aura pas de Hard Rock cette année. Mais Zach Miller, on l'a vu partout toute la fin de semaine, à Hurry, comme à Silverton. Puis là, ça me fait penser à ça parce qu'à l'arrivée, entre l'arrivée de Courtney puis Camille, je me suis dirigé à son camper van qui lui, ce qu'il fait dans les courses, c'est que il prend sa van dans laquelle il vit, mais il la transforme en food truck puis il donne de la bouffe aux gens qui sont là. Il la donne. No joke. Il se pointe, puis là, dans ce cas-ci, c'était des beignes. Donc, samedi matin, j'ai mangé un beigne avec Zach Miller. C'était un moment que tu t'attends pas à vivre ça. Puis ça se passe, je pense, seulement à la Hard Rock. Donc, après l'arrivée des premiers hommes, premières femmes, là, mon 2 heures de power nap avait atteint ses limites, puis il fallait que j'aille dormir un peu plus. Fait que j'étais allé dormir une petite heure l'après-midi. Et en début de soirée, je me suis rendu à la ligne d'arrivée pour continuer de voir les coureurs rentrer. Toujours aussi beau et émotif de voir des gens compléter leur course bucket list, compléter un effort qui est immense. Là, on est rendu dans du 36, 37, 38 heures. Les gens, ça fait longtemps qu'ils ont dormi, ils arrivent. L'émotion est vive, c'est beau à voir. Et notre Richard Turgeon national est arrivé dans un chrono de 37 heures, 19 minutes. Termine dans le top 50. C'est très, très fort du côté de Richard. Vous le connaissez. Depuis janvier qu'on en parle, la Hard Rock. Puis le voir arriver, c'était magnifique. Je vous laisse avec un extrait de son arrivée. Oh my god! Arrête ta montre! Arrête ta montre! Sinon, c'est pas fait. On a 30 000 mètres de dénivelé, 40 000 mètres de dénivelé. Il était à 19, je pense. Oh! Ma montre était raisonnable. Ouais, 19, c'est bon, ça. Je pense que c'était pas. C'est vrai, c'est toi, t'as la double à triple. Moi, je pense que j'avais 17. Ça fait plaisir à Francis, je pense que c'est 11 000. Je pense que t'avais 17. Tu un peu pas enregistré. Ah, ça a été plus beau ou plus tough? La nuit passée, je me suis fait de la merde. Un matin, là, ça a été beaucoup mieux, puis après ça, j'ai eu une belle journée. Là, un coup que manger, mais tu sais, le parcours. Un coup que manger, puis je sais pas. Faut que je t'explique. Il faut que tu me racontes. Je raconte ce qu'on il y a des choses qu'il faut qu'on me raconte, mais. En commun. Mais ça, faut que je ferme le micro, paraît-il. Faut pas que le micro est allumé. Ouais, mais c'est ça que c'était un game changer. Genre. Hey Audrey! Salut! Merci! Ça a bien été?
Ah, ouais. Mieux que, en fait, de patch, là. C'est ce que c'est. Une affaire qui m'a bien impressionné, qui m'a bien fait rire de Richard, c'est qu'il est arrivé, puis il était bien sûr sur le coup de l'émotion, il jase avec tout le monde, puis tu sais, il est sur un high, c'est certain, mais après ça, souvent les coureurs quittent la ligne d'arrivée, puis rentrent dans le gymnase de l'école secondaire, puis c'est là qu'il y a un ravito de faim, il y a des chaises bien sûr pour accueillir ces gens-là qui sont debout depuis beaucoup trop longtemps, il y a de la bouffe, puis Richard rentre. Puis Richard, ceux qui le connaissent, c'est un gars, tu sais, généreux, le gars intéressé, le gars zen que vous avez entendu au podcast. Il est de même dans la vie. Puis là, il rentre dans le gymnase. Puis il se met à jaser avec un bénévole. Puis il rencontre la femme d'un gars qu'il connaît. Jase avec. Richard, il est debout. Fait 37 heures et des poussières qui courent sur le parcours de la Hard Rock. Il vient de se taper 160 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Puis mon Richard, il se promène dans le gymnase, puis il jase avec le monde. Il s'assoit pas. Il mange pas. C'est du typique Richard. On était avec Michael puis Francis, ces deux pacers, puis on riait de le voir aller. Finalement, il s'est assis. Francis et moi, on est allés à la voiture de Francis chercher des gougounes et des affaires pour Richard. On lui a ramené une petite bière, puis on a jasé un peu de sa course, puis de ce qu'il venait de vivre, puis grosse coupe, on aura la chance d'entendre le récit de Richard et de ses pacers un peu plus tard dans la série sur les sentiers de la Hard Rock, mais tout ça pour dire qu'il nous a raconté des moments forts, puis ils ont vu un troupeau de 50 élans quelque part dans une montagne, il nous racontait ça, puis c'était juste malade de vivre le post-Hard Rock de Richard comme ça, directement dans le gymnase, quelques minutes après son finish. C'était vraiment, vraiment spécial. Parlant de moments vraiment, vraiment spécial, il y a quelque chose qui se passe à la Hard Rock, puis ça se fait ailleurs aussi, c'est la Golden Hour. Donc, c'est la dernière heure avant le cut-off. Donc, la Hard Rock a commencé le vendredi à 6 heures le matin. Donc, la barrière horaire est le dimanche à 6 heures le matin. Entre 5 et 6, c'est le moment où les derniers coureurs font leur arrivée, qui embrassent la roche après 47 heures, 48 heures de course. C'est immense. Puis tantôt, je vous parlais que pour l'arrivée de Ludo, il y avait une 50aine de personnes. Pour l'arrivée de Courtney, il y avait à peu près 150. Pour la Golden Hour, c'était le moment où il y avait le plus de monde. C'était vraiment beau à voir. Il y avait une aide d'honneur un peu plus tôt sur le parcours, genre 300 mètres avant l'arrivée, les gens commençaient à hyper la foule, puis autour de la ligne d'arrivée, autour de la grosse roche, il est 5h30 le matin, puis les gens crient, les gens célèbrent pour souligner les performances exceptionnelles de ces gens-là qui terminent la course en 47h30, 40-50. Le dernier finisher, c'est un Américain d'origine grecque qui s'appelle Costa Alimonos, qui est terminé en 47h, 57 minutes et 41 secondes. Imaginez, moins de 3 minutes avant la barrière horaire. Ça m'a permis aussi de voir l'arrivée de Chris Twiggs que j'avais reçu à la partie 3 de la série. Chris Twiggs a terminé ça en 46h52, sa 17e Hard Rock en 17 tentatives. C'est vraiment, vraiment spécial. Un moment qui a été un peu plus brise-cœur, c'est que, bon, la Golden Hour se termine. On commence déjà à ramasser un peu la ligne d'arrivée et il y a un coureur qui a complété le parcours, les 160 km, les 10 000 mètres de dénivelé positif, mais 23 minutes après la barrière horaire. Il est arrivé tout sourire, a touché à la roche, mais il l'a pas embrassé et a juste pointé le chrono qui était encore sur place. 48 heures et 23 minutes, puis il y avait une face de gars qui venait d'accomplir de quoi d'exceptionnel, puis c'est vraiment le cas. Mais il y avait aussi la face d'un gars qui se disait va falloir que je revienne pour retrancher ces 23 minutes-là. C'est brise-cœur, mais en même temps, c'est beau. Un peu plus tard dans la journée, c'est ce qui termine un peu cet épisode-là, puis ce récit de ma Hard Rock, de comment j'ai pu la vivre à travers ces performances exceptionnelles-là. C'est la cérémonie de fermeture. Quelques heures après les derniers finishes, à 9h, tout le monde est convié au Silverton Memorial Park, qui est juste en dehors de Silverton. Quand on parle d'en dehors de Silverton, c'est à 5 minutes à pied du centre de Silverton. Donc, à 9h, c'est un déjeuner collectif pour tout le monde qui est présent. Et à 10h, c'est la cérémonie de fermeture. Lors de cet événement-là, j'ai pu jaser avec Éric Megui, l'autre Québécois qui faisait la Hard Rock, qui a complété les 3/4 du parcours, mais qui a été coupé par les cut-offs pour des enjeux de troubles respiratoires. Il me disait qu'il a vécu ça à Moab, il l'a vécu aussi. La haute altitude, c'est extrêmement sec ici. Je suis très content de parler de caméra pour cet épisode-là parce que mes lèvres sont gercées x10. C'est extrêmement sec dans le coin, puis j'imagine pas pour un coureur qui se tape des cols à 4000. Donc, il y a comme un enjeu respiratoire qui avait déjà vécu à Moab, qui a revécu là. Il semblait très zen, bien sûr, avec la décision. C'est pas sa décision d'arrêter, c'est l'organisation qui l'a coupé parce que il réussissait plus à rentrer dans les barrières horaires parce qu'il était vraiment ralenti par ces enjeux respiratoires-là.
Eric semblait très zen et parlait déjà de ses prochains projets de course, mais je pense qu'il va devoir, ce qu'il me disait, là, il va devoir faire des tests pour voir comment mieux gérer l'impact de la poussière, du temps sec, de l'altitude sur ses bronches, sur ses poumons. Donc malheureusement, Eric n'a pas embrassé la grosse roche, mais c'est un gars qui a 1001 projets, puis on avait parlé quand il était venu sur le podcast avec Richard. Il y a des grosses affaires qui s'en viennent, puis je pense pas que ça va l'arrêter, au contraire, mais je le sentais en mode solution. Faut que je trouve une solution à ça. Donc, à suivre pour Eric McGee qui a des gros projets qui s'en viennent. Ce qui est beau aussi de la cérémonie de fermeture, c'est que ça fait comme clore le week-end avec un bel événement de communauté qui est vraiment sans prétention dans un parc au cœur des montagnes. C'est magnifique l'endroit où on est, c'est un grand parc qui pourrait ressembler un peu au ravito Douré dont je vous parlais. C'est un grand étendue vert, mais t'es entouré de montagnes de 3500, 4000 mètres. C'est vraiment magnifique comme place. Il y a 300-400 personnes, puis c'est vraiment le fun. Ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'on célèbre les crews, les bénévoles et les DNF avant les finishers. Donc, le directeur de course, Dale Garland, prend le micro et va demander à toutes les personnes qui n'ont pas réussi à terminer le parcours de se lever. Puis, il y a un tonnerre d'applaudissements pour justement souligner le fait que ces gens-là ont pris le départ de cette course-là. Ça s'est peut-être pas passé comme ils voulaient, mais ça change en rien à quel point c'est inspirant, puis c'est beau, puis c'est impressionnant ce qu'ils ont tenté. Donc, on commence en les célébrant. Je trouvais ça vraiment beau. Parlant de DNF, en fait, il y a 122 des 146 personnes qui ont pris le départ, qui ont terminé, ce qui fait un pourcentage de 81% de finishers. C'est immense pour une course aussi relevée. Ensuite, chaque finisher est célébré individuellement. Il y a aussi des prix qui sont remis à des gens qui sont impliqués depuis longtemps dans l'organisation. Puis, ce que j'ai trouvé malade, c'est qu'on commence avec les finishers dans l'ordre opposé. Donc, on commence avec celui qui a terminé en 47 heures, 57 minutes et blablabla. Et on termine avec Courtney et Ludo, nos deux gagnants. Puis ce que j'ai trouvé encore plus malade, c'est que le dernier finisher, celui qui a terminé en 47 heures et 57, c'est lui qui a probablement eu le plus gros prix parce que tout le monde repart avec un genre de diplôme de finisher de la Hard Rock, tout le monde repart avec une boucle de ceinture, tout le monde repart avec une calligraphie, je pense que c'est une espèce de gros poster fait par un artiste qui représente la Hard Rock, mais lui, il y a un prix spécial pour le dernier finisher, genre des écouteurs Sunto puis du gear fourni par Nathan, des gourdes ou je sais pas trop. Je trouvais juste ça malade que au final, c'est lui qui a eu le plus gros prix parce que il y a pas de prize money. Le gagnant, la gagnante de la Hard Rock ont pas un prix spécial. Ils ont la même boucle que toutes les autres. Ils ont la même calligraphie que toutes les autres. Ils ont juste de plus que les autres le fait qu'ils l'ont remporté, mais on en a parlé à plusieurs moments dans cette série-là. La Hard Rock, c'est une endurance run et non une endurance race. On qualifie plus ça comme une course entre amis plutôt qu'une course compétitive. Donc pour cette raison-là, il n'y a pas de prix spécial pour les gagnants. Par contre, on leur passe le micro, puis on leur demande de s'adresser à la foule pour parler un peu de comment ils ont vécu ça, puis qu'est-ce qu'ils ont envie d'envoyer dans l'univers comme message. Donc je vous laisse sur des extraits sonores, des speeches de Courtney Dauwalter et Ludovic Pomeray. During the race, I was thinking a little bit about how special and unique this sport is, and like all of these people helping us get to those finish lines, the crews meeting us with snacks and smiles, the volunteers and the medics out there, all hours of the day and night, just like waiting for a runner to come through so they can boost us up and keep us going. Even like the live stream and the media, helping the people around the world see how special this place is such a team effort to get these finish lines. So thank you to all of those people and to the runners who took on the course yesterday. Congratulations. It is a tough one. So no matter how it went for you, I hope you celebrate that day. And I'm sure none of us wish that it was less tough, because that's definitely part of what makes it so special and where those memories come from. I probably would only ask for like a little staircase down Grand Swamp Pass would be neat. But otherwise, thankful for the toughness, thankful for the day. Thank you guys so much. I don't know what to say after the president. It's always difficult. So yeah, thanks a lot for this amazing race. It was a dream to do this race. You have to wait quite a long time to do it, and all the day was a dream. So it was tough, but I was expecting even more. So I was prepared for more suffering. So
so I did not explore my pain cave too much. So yeah, and thanks again to volunteer, to the work done also on the trails, because I have done 2 soft rock, and I have seen the difference between like first soft rock and the race. So there's a good work and a good team for this race. So thanks to everybody, and of course thanks to my crew, my pacers, Jeremy Fada and Arthur Rebillon. I asked them to not give me any info on the race, just to stay focused on my race and not to have any information from other racers. And they just give me one info in Killingham that I have to push to try to get this record, even if it's just anecdotic record. It's yeah. But thanks for this amazing day. To all the racers, because we are lazy racers. We stay only a few hours on the trails, but some of you stay 2 days. So it's a different effort and conversation to all of you, and hope for those that are expecting a bid, hope that the luck will be with you. And thanks again. 2 quality individuals, 2 course records, 2 great runs. Congratulations, Ludo. Congratulations, Courtney. Thank you so much. Donc, pendant la cérémonie, moi, j'ai eu la chance de faire quelques entrevues aussi qui vont se retrouver aux 2 dernières parties de la série, mais ma semaine Hard Rock, c'est littéralement terminée avec une jasette avec Courtney Dauwalter et son chum Kevin. En fait, on a surtout parlé de la Leadville 100 que Kevin s'apprête à faire. Kevin, c'est un gars qui est connu comme étant le crew de Courtney Dauwalter. On le voit dans tous les films sur Courtney. C'est un crew exceptionnel pour elle, mais c'est tout ça un coureur d'ultra. Un très bon coureur d'ailleurs qui va se lancer sur la Leadville 100, qui est un 100 000 au Colorado, dans la ville où Courtney et Kevin vivent. Puis, en fait, on jasait de ça puis du fait que Courtney va l'assister. C'était une jasette vraiment le fun. On sentait que Courtney était exténuée de sa grosse semaine de sa course. Puis j'ai juste pas osé sortir le micro. Je l'avais sur moi. J'avais pas ma passe média au cou, alors que toute la week-end, on nous demandait aux médias de quand vous êtes en action, vous avez votre passe média au cou. Je l'avais pas. Puis comme je disais, je sentais que Courtney était exténuée de la course, des entrevues, parce que il y avait 146 coureurs, mais il y avait 150 médias sur place. Puis honnêtement, à ce moment-là, tout le monde était toasté. Puis je sentais que c'était juste pas le bon momentum pour sortir un micro puis de faire « Hey, on peut-tu faire une entrevue? » Honnêtement, j'aurais aimé ça vous ramener une petite jasette, mais je préfère de loin garder un souvenir de ma conversation avec elle pour sa simplicité et non pour le malaise de lui avoir sorti un micro sous le nez après 5 minutes de jasette sympathique puis informelle. J'avais pas le goût de jouer cette carte-là, puis au final, c'était juste vraiment malade de jaser avec cette fille-là qui vient d'accomplir de quoi d'exceptionnel. Puis tout ce qu'on jasait, c'était le fait que elle allait faire le crew pour son mari dans quelques semaines à la Leadville. Donc c'est sur ça que c'est terminé mon week-end. J'ai quand même osé demander la petite photo parce que là, j'étais avec Courtney, j'étais avec Kevin, on jase, on rit, on marche tous les 3 dans la même direction parce que la maison où eux autres habitaient pour la semaine était juste à côté de mon camping. J'ai comme fait, hey, avant qu'on se quitte, peux-tu prendre une petite photo? J'ai osé, je l'ai partagé, puis ça, ça a été mon moment fan, geek de trail que j'assume à 100%. Donc, c'est sur ça que mon intense hard rock s'est terminé. L'heure est pas encore au bilan parce qu'il reste 2 épisodes à la série avec 4 entrevues qui devraient vous plaire. Ça devrait paraître dans les prochains jours. Je suis encore au Colorado avec la famille, puis la priorité, c'est de s'amuser ici, de profiter des grosses montagnes, profiter des beaux points de vue, mais les entrevues sont là. Je vais rabouter tout ça en épisode comme je l'ai fait aux parties 3, 4, 5, puis vous sortir ça bientôt. Mais pour le moment, je voulais surtout vous raconter cette course-là intense. Je vais essayer de profiter aussi de la dernière partie de la série pour avoir un certain recul sur l'aventure parce que pour l'instant, je suis encore sur mon nuage de la Hard Rock puis de nos vacances en famille qui se poursuivent au Colorado. Je sais pas si au moment de faire la 8e partie, j'aurai un recul de plus, mais en ce moment, je suis juste sur un nuage immense. Ça a été une semaine hyper intense à la Hard Rock, mais vraiment tripante. C'était un plaisir de rencontrer plein de monde, de ramasser plein de petits bouts d'entrevues, de partager cette expérience-là avec tout le monde via les médias sociaux. Puis ça va se poursuivre pour les 2 prochains épisodes qui s'en viennent très bientôt. Ciao tout le monde!
Sur les sentiers de la Hard Rock est présenté par NAC, le partenaire officiel de la série et la référence mondiale en nutrition pour sport d'endurance. Le partenaire équipementier de la série est le fabricant suisse On, alors que le partenaire voyage est l'équipe Simpson, un cabinet multiprêt hypothèque. Le partenaire brassicole est Noctem Artisan Brasseur. Je tiens aussi à remercier David Hébert pour le design graphique du podcast. Merci aux fidèles auditeurs qui sont présents semaine après semaine depuis bientôt 4 ans. Merci aussi à ma blonde Jenny, ma mère Nathalie et mon gars Elliot qui sont avec moi au Colorado pour cette série d'épisodes. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.